Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Quand les portes ne s'ouvrent pas, on apprend parfois à tracer son propre passage, et c'est là que commence notre histoire. Malgré une première grossesse difficile, aboutissant à un accouchement traumatique, l'absence de maison de naissance à proximité contraint Elodie à s'orienter vers un parcours plus classique. Avec le temps, le soutien de son conjoint et l'accompagnement global de sa nouvelle sage-femme, elle apprend à apprivoiser ses peurs et se lance. Lors de cette deuxième grossesse, Elodie met tout en œuvre pour vivre cette expérience autrement. Accompagnement personnalisé, diététique adaptée, projet physiologique, elle donnera finalement naissance dans la continuité de ce qu'elle avait imaginé. Son engagement bénévole dans un projet de maison de naissance l'a accompagnée sur ce chemin de reconstruction et nourrit aujourd'hui sa conviction profonde. Chaque femme devrait pouvoir choisir où et comment elle accouche. Aujourd'hui, Elodie nous raconte son histoire. Bonjour Elodie. Bonjour Capucine. Bonjour Elodie, bienvenue dans notre podcast. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté de témoigner à notre micro. Merci à vous de m'avoir invitée. On est très contente que ton récit un peu différent et ton expérience viennent s'ajouter à nos récits. Mais avant de nous expliquer ton cheminement dans la maternité, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Elodie, j'ai 35 ans. J'habite à côté de Rouen dans le 76. Dans la vie, je m'occupe de mes enfants, je fais l'instruction en famille avec mon plus grand fils et j'ai un fort engagement associatif dans les maisons de naissance. Et je vis avec Morgane, mon conjoint, et j'ai 2 enfants, un de 7 ans et un petit bébé de 9 mois. Est-ce que tu peux nous dire où tu as monté tes projets d'accouchement ? Alors, mes 2 accouchements se sont passés dans une maternité. Et la maternité s'appelle le Belvédère, à côté de Rouen. Elle se situe à Mont-Saint-Aignan. Avant de passer à la suite, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance ? Alors, une maison de naissance, c'est un lieu où les femmes et les familles vont pouvoir venir accoucher de façon physiologique, accompagnées par une équipe de sages-femmes qui aura réalisé le suivi de grossesse et qui réalisera l'accouchement et aussi le postpartum. Aujourd'hui, on a décidé de t'inviter parce qu'on a eu la chance d'échanger avec toi en mai 2024 lors du premier congrès des maisons de naissance. À ce moment-là, tu nous avais partagé ton regret de ne pas avoir de maison de naissance près de chez toi. C'est donc tout naturellement qu'on a pensé à toi pour cette thématique du mois qui est consacrée aux limites et à l'exclusion liées aux maisons de naissance. Dans les épisodes qui ont précédé le tien, on a parlé des contraintes internes à ces structures. Et aujourd'hui, ça nous semblait essentiel d'aborder les limites à une échelle un peu plus large, du coup celle peut-être plus du territoire, et de questionner ce sentiment aussi d'injustice que peuvent ressentir celles et ceux qui n'ont pas accès à ce type de suivi. Je me rappelle très bien de notre échange au congrès des maisons de naissance. J'étais enceinte à ce moment-là, et en fait, je savais depuis très longtemps que j'allais pas pouvoir bénéficier des maisons de naissance, puisque j'habite sur un territoire qui n'a pas encore sa maison de naissance. J'ai ressenti, tu parles d'injustice, et j'ai vraiment ressenti de l'injustice parce que j'étais profondément persuadée que c'était le lieu dont j'avais besoin pour accoucher de façon sereine. Tu nous as dit justement, juste avant, que t'avais un fort engagement pour les maisons de naissance, notamment une qui est en projet par chez toi. Et on se demandait comment c'était arrivé dans ta vie finalement les maisons de naissance, à quel moment, est-ce que c'était après ton premier accouchement, comment en fait ces structures t'ont intéressé, comment elles sont arrivées sur ton chemin et justement là tu viens de dire que c'était très probablement des lieux dans lesquels t'aurais aimé pouvoir accoucher
parce que tu sentais que ça répondait à ton besoin de sérénité. Comment tu as été guidée, vers ça et comment tu t'es engagée finalement sur cette voie-là, ne serait-ce qu'au niveau associatif? Dans un premier temps, je me suis juste informée sur, les maisons de naissance et j'ai vu qu'il y avait un projet, à Rouen et quand je suis, revenue, dans la région parce que j'ai été, un petit moment, un peu loin de Rouen. Quand je suis revenue dans la région, je suis allée à une réunion et à partir de ce moment-là, j'ai mis un pied, dans le projet et ça fait 4 ans que j'y suis. Et du coup, tu dis que tu cherchais un lieu d'accouchement, que tu es partie de la région, que tu es revenue, que tu as entendu parler de ce projet. Donc, tu savais déjà au moment de ta première grossesse que ces structures existaient? Qu'est-ce qui fait que du coup, t'as pas, été à une réunion comme là, tu nous le dis quelques années plus tard finalement? Et comment t'as vécu ce moment où tu savais qu'il y avait ce projet et tu ne pourrais pas en faire partie parce que c'était pas encore abouti? Alors pour mon premier enfant, le projet était vraiment au balbutiement. OK. Donc la question se posait pas vraiment finalement. Oui, je comprends. Mais je savais que ça existait. Donc je l'ai laissé de côté assez naturellement finalement, avec moins de difficultés que pour mon deuxième. Et après, entre finalement mes 2 grossesses, je suis allée voir de plus près ce qui se faisait. D'accord. Et au moment de ta première grossesse, c'est assez naturel comme tu dis que finalement c'était tellement, nouveau qu'il y avait aucune possibilité qu'en 9 mois, tu puisses avoir accès à ça. Est-ce que tu as cherché des alternatives, physiologiques comme un plateau technique ou une salle nature? Ou est-ce que à partir du moment où tu t'es dit: «OK, je vais pas avoir accès à ça», tu allé tout simplement, dans un parcours, un peu plus, commun on va dire, comme il est proposé en général? Je me posais pas autant de questions, D'accord. ce qui fait que, je me suis dit: «OK, c'est un projet, c'est chouette, mais pour le moment, il faut que j'aille, dans une maternité» et la maternité, je l'avais déjà choisie. OK. Donc ouais, c'était relativement naturel pour ma première grossesse. Et est-ce que tu avais quand même un désir, d'accouchement physiologique? Est-ce que tu en avais parlé à ton conjoint ou est-ce que c'était plus le contexte maison de naissance sur lequel tu t'étais renseignée et finalement, tu pas cherché à projeter un accouchement, physiologique, en maternité à ce moment-là? Alors j'avais très envie d'accoucher de façon physiologique. J'ai été suivie par, une sage-femme libérale, mais j'étais complètement, j'allais dire à l'ouest, parce que c'est vraiment la sensation que j'ai aujourd'hui. J'étais clairement pas suffisamment informée D'accord. et pas suffisamment accompagnée. Donc pour moi, c'était un petit peu, l'esquisse qui allait me mener vers, beaucoup plus de recherches, de lecture, et de rencontres aussi du coup. Oui et donc quand, il s'est passé, quelques années, vous êtes revenus dans la région. Tu dis que tu t'es renseigné là plus avant et donc tu as intégré, l'association. Là, peut-être que ça a un peu clarifié ce que c'était, le suivi global, l'accouchement physiologique et tout. Vous avez eu le projet d'avoir un second enfant. À ce moment-là, tu as peut-être plus parlé de ce que c'était l'accouchement physiologique et ton envie à ton conjoint. Comment ça a été reçu, à ce moment-là? Alors mon conjoint savait que je voulais un accouchement physiologique. On en a discuté, bien avant d'avoir le projet d'avoir un second enfant. D'accord et ça le tentait, il comprenait? Oui, 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 il comprenait, il m'écoutait, dans mes différents récits, je me compare à quelqu'un qui est un peu, avide d'informations et qui cherche un peu partout, à comprendre, alors déjà ce qui s'est passé pour, ma première grossesse et mon premier accouchement et puis aussi, d'une façon plus générale à comprendre, pourquoi est-ce qu'il y a pas, autant, de choix en France, pour accoucher, physiologiquement et voilà et du coup, c'est ce qui m'a amenée à, avoir un engagement aussi fort, au niveau de l'association du Cocon Dormant. Oui, je comprends et tout à l'heure, tu nous disais que donc tu avais été suivie par une sage-femme, libérale à ton premier suivi. Est-ce que ça a été le cas pour le deuxième? Dans cette idée de peut-être d'avoir un accompagnement, un peu global, même si comme tu nous l'as dit, ça a été aussi en maternité. Est-ce que c'était la même personne? Comment ça s'est, passé un peu ce suivi, de deuxième grossesse? Pour ma première grossesse, j'ai été suivie par une sage-femme libérale, mais du coup qui n'était pas celle qui m'a suivie pour ma seconde grossesse. Le deuxième suivi avec une nouvelle sage-femme libérale, il a été un peu particulier parce que j'ai commencé, avec ma sage-femme à discuter de notre désir d'enfant D'accord. qui, en tout cas ce qui pour moi était nouveau, c'est que, on avait besoin
d'un temps qui a été relativement long pour se poser vraiment la question et être sûr de notre choix, l'un et l'autre. Et moi, j'ai commencé du coup un suivi avec ma sage-femme pour raconter ce qui s'est passé pour ma première grossesse, raconter ce qui était super, ce qui l'était moins, et pour poser des mots sur mon histoire, ce qui finalement nous a permis à tous les deux, à mon conjoint et à moi, de répondre à cette question, est-ce qu'on a envie d'un deuxième enfant? Donc déjà, ce suivi, il a commencé très tôt. Vous allez comprendre pourquoi par la suite, je parle de ce moment qui, pour moi, a été vraiment très important. Et quand on a décidé de passer le cap, là aussi, j'ai eu le soutien de ma sage-femme dans ce moment où on commence à faire les premiers examens, où il faut se remémorer tout le process, entre guillemets, de la grossesse. J'ai eu une première grossesse ponctuée de nombreux vomissements et j'avais une anxiété vraiment très forte à l'idée de recommencer. Sachant que lorsqu'on a un premier enfant à la maison, du coup, c'est encore plus difficile de gérer ces moments où j'étais plus du tout en possession de mon corps. C'était une grosse question et elle nous a vraiment guidés dans cette étape-là. Et elle a continué à nous guider encore longtemps, jusqu'au postpartum. Pour le coup, j'ai bénéficié d'un suivi global avec ma seconde sage-femme. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que tu as été attirée et guidée vers cette sage-femme? Et ce type de suivi, c'était parce que tu avais déjà mis un pied dans l'association et donc du coup tu avais conscience de l'importance de l'accompagnement global et du fait que ça pourrait t'aider justement à surmonter des angoisses ou des choses? Ou est-ce que c'est un peu on va dire le hasard contextuel de la vie qui fait que tu t'es retrouvée dans ce suivi? Je savais qu'avec l'expérience de ma première grossesse, j'allais avoir besoin de soutien pour ma seconde grossesse. Donc assez naturellement, j'ai contacté ma sage-femme. Et alors, il est vrai que le fait que je sois dans le projet du Cocon Normand, ça m'a ouvert certaines portes. Et notamment, en allant sur les salons pour parler du projet, j'ai fait des rencontres. Notamment, sur notre région, on a l'association pour la bientraitance obstétricale. Et en fait, ma sage-femme faisait partie de cette association. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans son cabinet. Et c'est aussi comme ça que j'ai compris qu'elle allait pouvoir m'écouter suffisamment pour m'accompagner à hauteur de ce dont j'avais besoin. Tu nous as partagé un petit peu en amont de cette interview que ça avait été un moment un peu traumatisant pour toi, ta grossesse et ton accouchement du premier enfant. Tu viens de nous parler de la grossesse avec les vomissements. Et la difficulté que ça pouvait être justement de par moments être un peu en dehors de son corps quand on est pris par certains symptômes et par une grossesse qui peut de temps en temps nous accaparer et nous empêcher de se connecter au reste de la famille ou de notre environnement. Est-ce que tu serais OK de nous partager en quelques mots un petit peu ce qui a été pour toi le plus difficile à vivre, le plus traumatisant comme tu nous l'as dit, dans ta première grossesse et ton premier accouchement? Alors, ma première grossesse, elle a débuté par des vomissements vraiment très importants. J'ai été hospitalisée 2 fois. OK. Et pendant toute ma grossesse, j'ai l'habitude de dire que j'étais l'ombre de moi-même. Et vraiment, je me sentais complètement dépossédée de mon corps et toujours sur le qui-vive, très anxieuse. Alors, j'ai réussi à trouver un peu d'apaisement ici et là grâce à certains médicaments et à un rythme de vie vraiment très, très, très lent. Mais disons que c'était loin de l'image de la grossesse qu'on a envie d'avoir. Et par rapport à mon accouchement, alors il a été assez long. À l'époque, donc j'habitais à 1 heure de la maternité. OK. Et j'étais très, très stressée à l'idée d'arriver trop en retard. Donc ça a joué énormément sur, à mon avis, le travail qui a été très long. Ça commençait, ça s'arrêtait, ça reprenait, enfin voilà, ainsi de suite. Et au final, là où je voulais pas de péridurale, j'ai fini par demander la péridurale. Alors ça, c'est pas le moment le plus difficile que j'ai eu à vivre, c'est surtout ce qui a suivi. Quand déjà, après avoir vécu 9 mois où je me sens complètement dépossédée de mon corps et que tout d'un coup je sens que tout le bas de mon corps est anesthésié, je panique. OK. Clairement,
Je panique et je pleure toutes les larmes de mon corps. À de nombreuses reprises, ça va faire ça pendant mon accouchement. Et aussi, le deuxième point qui pour moi était vraiment très difficile à vivre, c'est au moment où j'ai eu besoin des forceps. La médecin qui est venue pour appliquer les forceps ne m'a pas adressé la parole en fait. OK. À aucun moment. À aucun moment. Elle parlait à la sage-femme qui m'accompagnait, qui je dois dire pour le coup était adorable et qui avait vraiment à cœur de respecter mon projet de naissance. Et donc à ce moment-là, je me suis vraiment sentie comme j'ai l'image pas très jolie mais que j'aime bien quand même prendre parce que je trouve qu'elle est très très parlante. J'ai l'image d'une bagnole, d'une voiture et d'un garagiste. Mmh. Clairement, ça ressemblait à ça. Je n'existais pas. J'étais un corps et il fallait faire des choses et du coup ça m'a vraiment marquée. Moi à ce moment-là, j'étais paniquée, je savais pas quoi faire. J'étais aussi dans une position qui ne me convenait pas du tout et je comprendrai plus tard pourquoi. Mmh. J'étais allongée sur le dos, j'avais des douleurs vraiment monstrueuses et je me suis à un moment donné mise dans une position qui empêchait mon bébé de sortir. OK. Et à ce moment-là, la médecin ne s'adresse toujours pas à moi et dit à la sage-femme: «Bah là, je peux plus rien faire pour elle, il faut qu'elle se débrouille». Ah oui. Et heureusement pour moi, Oh là. la sage-femme et la puéricultrice qui étaient là se sont mis toutes les 2 à mes côtés et m'ont aidée à donner naissance à mon bébé. OK. Oui, c'est une chance pour toi, mais on va dire dans ton malheur, mais c'est terrible, c'est-à-dire que ce qu'elle dit là vient après l'intervention des forceps? Si je comprends bien dans la chronologie? C'est ça. D'accord. Et est-ce que, en plus du fait qu'elle ne t'ait pas adressé la parole, est-ce que tu avais quand même conscience que cette médecin allait intervenir avec des forceps? Ne serait-ce que parce que la sage-femme t'avait prévenu ou l'auxiliaire de puériculture ou? Oui. OK. Oui, oui, tout à fait. Je savais ce qui allait se passer, mais il y avait un certain flou et j'avais aussi une peur panique de l'épisiotomie. Ouais. Et donc j'étais sur le qui-vive aussi. Et ça, je m'en souviens très bien et je trouve que c'est important aussi d'en parler parce que j'avais pas suffisamment de communication avec la sage-femme et la puéricultrice pour lui dire que vraiment c'était une peur panique, qu'elle le fasse sans que je sois au courant. Oui, oui. Est-ce que tu avais eu l'occasion d'écrire un projet de naissance la première fois? Oui, tout à fait, qui a été lu à chaque fois, à chaque changement d'équipe et qui a été à chaque fois, les sages-femmes venaient me voir pour qu'on en discute. Mmh. Donc c'était écrit sur mon projet de naissance OK. que je ne souhaitais pas d'épisiotomie, mais je crois que j'aurais dû expliciter encore plus et dire que j'avais une peur panique Ouais. de l'épisiotomie. Oui, c'est pas tout à fait pareil, oui. Oui, ne pas souhaiter quelque chose dans le projet ou en tout cas le dire peut-être, comme tu dis, au moment où tu y es confronté. Parce que des fois aussi des peurs peuvent, jaillir, comme tu dis. Par exemple, ce que tu as ressenti au moment de la péridurale, c'est une peur qui t'envahit à ce moment-là parce qu'il se passe quelque chose dans ton corps et ça aussi, je me permets, pour aussi les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a des peurs anticipables et discutables en amont, mais pas hésiter aussi au moment où ça nous traverse à le partager, ne serait-ce qu'à s'il y a au moins une personne qui peut nous entendre. Par contre, c'est, terrible. Le fait qu'un médecin, n'ait pas, la sagesse, on va dire, de s'adresser à son patient. En tout cas, l'humanité de le faire. Comme tu dis, je trouve que c'est, très parlant, hein, tu as raison, de comparer ça à un garagiste avec une voiture, mais c'est aussi, ouais, vraiment terrible d'en arriver à cette image. Tu nous disais en amont que grâce, du coup, à ta seconde sage-femme, tu avais réussi à reparler de tout ça et à faire un travail là-dessus pour t'amener à la question de si vous souhaitiez ou pas avoir un second enfant, que ce soit suite à cette grossesse, qui a été, ponctuée par, les vomissements et les difficultés, on va dire de tous ces symptômes liés, à ça, ou que ce soit, bah, suite à cet accouchement, que je comprends, plus, dans le détail aujourd'hui, pourquoi tu nous as dit qu'il était traumatique. Comment tu dirais qu'elle a réussi à t'accompagner là-dedans? Comment tu décrirais, en fait, la relation que tu as développée avec, cette, sage-femme et au fil des rendez-vous? Et ce qui fait qu'à un moment donné, quelque chose s'est débloqué, en toi? Comment tout ça s'est un peu agencé pour en arriver à cette deuxième grossesse?
Alors surtout, je crois que je suis tombée sur une sage-femme qui a su m'écouter. Ouais. Et je crois que c'est vraiment si je dois résumer son accompagnement, c'est l'une des principales qualités que ma sage-femme a, c'est que chaque moment, difficile ou pas, elle avait toujours une oreille attentive. Et aussi, quelque chose qui me revient en tête là tout de suite, à aucun moment, elle n'a mis en doute mes ressentis. Ouais. C'est-à-dire que quand je lui ai raconté quelque chose en lui disant « j'ai ressenti ça à ce moment-là », elle n'allait pas me dire « oui mais peut-être que… ». Non, elle m'écoutait et elle venait soit apaiser mon récit par des mots doux, soit elle voyait qu'il fallait creuser un petit peu plus et elle me demandait de continuer, aujourd'hui ou à une séance prochaine. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui m'a permis d'entamer ma grossesse, ma seconde grossesse, avec plus de sérénité. Ouais. Et en fait, tu avais tout son crédit. Elle a à aucun moment remis en question aucune de tes peurs, aucun de tes doutes, et elle a même accueilli, j'imagine, tout ton récit précédent. Oui, elle a toujours accueilli mes propos, elle a toujours accueilli mes ressentis, mes émotions, sans jamais les remettre en question. Et je crois qu'on appelle ça l'accueil inconditionnel. Vraiment, j'ai bénéficié de ça. C'est beau à entendre, c'est touchant aussi de voir le sourire se redessiner sur ton visage quand tu en parles. Donc, grâce à tout ça, tu dis que ça t'a donné accès, ça vous a donné accès à l'envie de faire un second enfant, chose qui est arrivée. Du coup, est-ce que grâce à cette femme et peut-être d'autres choses parallèles, tu te sentais prête à vivre cette grossesse et surtout le jour J? Toute cette réflexion m'a permis, en effet, de commencer cette grossesse de façon beaucoup plus sereine et aussi avoir en tête que si ça n'allait pas, je pouvais avoir rendez-vous avec ma sage-femme assez facilement. Ça m'a permis de passer un certain nombre de caps, entre guillemets, notamment dans les premiers mois où j'ai commencé à ressentir des nausées et où la peur s'est invitée parce que forcément, à chaque fois que j'avais le moindre symptôme, je me disais « oh là là, c'est reparti, ça va recommencer, je vais pas pouvoir faire tout un tas de choses ». Et cet accompagnement, plus un accompagnement à côté d'un acupuncteur, tout ça cumulé, ça m'a permis de vivre une grossesse beaucoup plus sereine. Beaucoup plus sereine. Je n'ai quasiment pas vomi de ma grossesse. J'avais des nausées, mais j'ai su les maîtriser. Et j'avais oublié aussi que j'avais eu un rendez-vous avec une sage-femme spécialisée dans l'hyper-MS gravidique. J'ai eu ce rendez-vous avant d'être enceinte pour apaiser justement mes craintes. Et cette sage-femme, elle m'a donné tout un tas de conseils diététiques qui m'ont permis d'appréhender cette partie de la grossesse beaucoup plus sereinement. Ce qui fait que dans mon hygiène de vie, j'ai pu mettre tout un tas de petites choses en place qui m'ont permis vraiment de vivre une grossesse assez normale. Oh, c'est chouette. Oui. Hyper-MS gravidique, du coup, c'est le fait de vomir pathologiquement pendant la grossesse un certain nombre de mois et pour certaines, toute la grossesse. Je précise pour ceux qui ne le sauraient pas. Du coup, ça t'a permis de traverser toute cette grossesse plus sereinement que la première fois et de maîtriser au maximum tous ces symptômes envahissants. Est-ce que t'avais des peurs qui subsistaient malgré tout pour l'accouchement, puisque c'était une autre phase qui avait pu aussi te marquer la première fois et te traumatiser? Est-ce que cette fois-ci, ce suivi t'avait aidé à aller vers cette deuxième naissance en confiance? Alors j'expliquais au début qu'on s'était croisés au congrès des maisons de naissance et qu'à ce moment-là, j'ai réalisé vraiment que je ne pourrais pas accéder à la maison de naissance pour accoucher. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a ce moment où on sait les choses et ce moment où vraiment je réalise que ça sera pas possible et qu'il va falloir que je retourne dans une salle de naissance en maternité pour donner naissance à mon second enfant.
je me rappelle très bien de ce moment parce que j'ai ressenti vraiment une émotion hyper forte avec beaucoup d'injustice, parce que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y en avait certaines en France et que finalement il y en avait pas un peu partout pour que chaque femme puisse faire le choix de son lieu d'accouchement beaucoup plus de façon beaucoup plus facile entre guillemets. Donc quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à faire un travail là-dessus pour faire en sorte que j'arrive à mon accouchement le plus sereinement possible, forcément. Et pendant ce congrès, il y a une sage-femme qui a dit une phrase qui m'a fait beaucoup de bien. Finalement, le fait d'avoir une maison de naissance, c'est un plus et c'est super de pouvoir accéder à ce lieu. Mais elle disait que ce qui lui paraissait le plus important, c'était d'être accompagnée par une sage-femme qui pourra donner à la femme enceinte tous les outils qui vont lui permettre d'accoucher dans n'importe quel lieu, finalement. Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, ok, en fait, là, ton objectif, c'est de mettre toutes les chances de ton côté pour, le jour de l'accouchement, arriver à la maternité et avoir tous les outils qui vont te permettre de réaliser l'accouchement physiologique dont tu as besoin. Et du coup, c'est parti, quoi. Et il me restait environ 7 mois pour... À la fois pas beaucoup de temps et beaucoup de temps. C'est ça. Oui, à l'échelle d'une grossesse, c'est quand même assez tôt encore, on va dire, pour pouvoir mettre en place, comme tu dis, les choses. Je me posais une question. Tu viens de dire, il y a le moment où je réalise que je vais devoir retourner en salle d'accouchement, en maternité. Est-ce que le fait que ce soit en plus, si j'ai bien compris, dans la même maternité, ça amplifie la peur, on va dire, d'y retourner? Ou est-ce que finalement tu penses que ça aurait été dans n'importe quelle salle d'accouchement, la peur était toujours aussi forte et intense? Alors, je peux te répondre très précisément à cette question parce que, à la fin de ma grossesse, j'ai eu la possibilité d'aller visiter la salle nature. Ok. La sage-femme qui me suivait dans la maternité m'a laissé cette possibilité. Et à partir du moment où je commence à emprunter le chemin qui me mène vers la salle nature, je croise la salle où j'ai fait mon pré-travail pour mon premier accouchement et je croise la salle de naissance dans laquelle j'ai accueilli mon premier bébé. Et je n'en avais absolument pas conscience, mais je ressens des émotions très négatives. Et quand je rentre dans la salle nature, je me projette dans ce second accouchement. Mais quand même, quand je vais sortir de la maternité, je vais en parler à ma sage-femme. Je vais lui expliquer ce qui s'est passé quand j'ai franchi cette porte. Et on va toutes les deux essayer de détricoter, de comprendre pourquoi est-ce que ça fait ça. Et surtout, on va essayer de me préparer pour que le jour de mon accouchement, je puisse emprunter ce chemin sereinement, sans ces émotions négatives. Et du coup, tu me fais une bien belle transition. Est-ce que, en effet, tu y allais sereine? Est-ce que tu nous raconterais l'arrivée de ton deuxième enfant? Oui, avec plaisir. Alors, ce qui n'était pas tout à fait prévu, c'est que j'ai eu la chance de réaliser mon accouchement en compagnie de ma sage-femme. Ah, c'est Ouais, cool. c'est chouette. Puisque il y a eu un gros concours de circonstances. Lorsque j'étais à 7 mois de grossesse, j'ai appris que dans la maternité dans laquelle j'ai accouché, qui est aussi la maternité partenaire du projet du Cocon Normand, le plateau technique est en cours d'ouverture. Donc à ce moment-là, quand je comprends ça, je n'ose pas demander à ma sage-femme, qui ne fait pas de plateau technique forcément, puisqu'il n'y en a pas dans la région, je n'ose pas lui demander si elle veut bien m'accompagner dans ce projet. Et heureusement, le fait que, entre-temps, elle s'engage dans le projet du Cocon Normand et le fait aussi que on ait parfois des discussions avec des tiers. Et en fait, il y a un moment donné où on va à Paris pour une conférence. Et là, c'est elle qui va me tendre la perche et qui va me dire « Élodie, t'as pas quelque chose à me demander ?» Elle va aller même au-delà du coup de cette pudeur que j'ai à lui poser la question, alors que finalement c'est juste une question. Elle peut juste me dire bah non ou oui. Et à ce moment-là, en fait, s'enclenche une espèce d'aventure
parce qu'on va devoir tout mettre en place pour que le plateau technique soit ouvert 2 mois plus tard. Sacrée aventure. Oui, c'était pas gagné. Et d'ailleurs, pendant ces 2 mois, je vais osciller entre ok, en fait, il faut que je me prépare à accoucher en maternité de façon classique. Et aussi, parfois, non, en fait, je vais pouvoir me préparer à accoucher avec ma sage-femme. Ah, ça doit être difficile de jongler entre les deux quand même. Ouais, c'est clair. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu pourrais nous donner la définition brève de la différence entre une salle nature et un plateau technique pour comprendre en fait ce qui se joue à ce moment-là quand tu parles de cet accouchement avec ta sage-femme que tu côtoies en dehors de la maternité? En gros, j'avais 2 possibilités. Soit j'allais accoucher en salle nature en donnant mon projet de naissance à l'équipe en place, et donc le parcours classique, j'arrive, on me prend en charge et j'accède à la salle nature à partir du moment où le travail est bien entamé. Soit j'accède au plateau technique, et là le plateau technique, ça voulait dire que j'arrivais à la maternité. À la maternité, ma sage-femme m'attend et c'est ensemble qu'on va dans la salle nature à partir du moment où le travail est entamé. C'est ça. Plateau technique, du coup, permet à une sage-femme libérale de pouvoir être dans les locaux avec sa patiente. Tout à fait. En fait, elle passe un contrat avec la maternité pour, on va dire, louer la salle, une salle de naissance. C'est pas forcément la salle nature, mais elle va louer une salle de naissance. Parce que si la salle nature n'est pas disponible, on va pas pouvoir y accéder. Mais du coup, l'idée, c'est qu'elle amène sa patiente dans cette salle de naissance et qu'elle va pouvoir mener l'accouchement, aider sa patiente à accoucher au sein de la maternité. Et du coup, donc tu savais que tu allais pouvoir bénéficier du plateau technique finalement? Alors, j'ai su à peu près 1 mois avant parce que on a dû signer un certain nombre de papiers pour expliciter le fait que j'allais accoucher en plateau technique au Belvédère. Et à partir de ce moment-là, a commencé, pour le coup, ce moment où je me dis « Ok, en fait, j'ai le droit, j'ai la possibilité d'avoir ma sage-femme avec moi, donc ma sécurité. » Pour moi, c'est vraiment ce qui était important. Et pendant ce mois-là, on va quand même questionner le fait d'accoucher en plateau technique ou d'aller directement à la maternité avec une autre équipe, parce qu'en fait, on se rend compte que les critères du plateau technique sont un peu plus restrictifs que ce qui peut avoir lieu en maternité, enfin dans cette maternité en tout cas. Donc il a fallu que je fasse le choix, et ce choix, du coup, je l'ai fait parce que j'avais besoin de ma sage-femme. Ce qui était le plus important pour moi, c'est qu'elle assure ma sécurité dans la salle de naissance. Et du coup, j'ai fait ce choix et j'ai accouché avec ma sage-femme. Alors, pour vous expliquer un petit peu le cheminement, j'ai eu 3 fausses d'alerte. Combien de temps avant? 1 semaine avant. Ouais. En fait, le travail, en tout cas, j'avais l'impression que le travail commençait en pleine nuit et il se stoppait à partir de 9h du matin. Et donc j'avais tout mis en place, j'envoyais un message à ma sage-femme, j'appelais mes amis pour qu'ils viennent chercher mon premier pour qu'on puisse aller à la maternité. Et à partir du moment où on se retrouvait tout seul avec mon conjoint à la maison, pouf, les contractions s'arrêtaient. La première fois, ok, ça arrive de se tromper, tant pis, on reprend le quotidien. La seconde fois, ça commence quand même à m'ennuyer parce que je commence à être hyper impatiente en fait. J'en ai marre d'être enceinte. J'ai envie de rencontrer mon bébé. Je lui dis à plusieurs reprises, je lui parle en lui disant « J'ai envie de te rencontrer. Est-ce que tu veux bien arriver ?» Et cette seconde fois, quand arrive 9h du matin et que je comprends que ça s'arrête et que je dois dire à ma sage-femme « Bon finalement, ça n'est pas le moment », que je dois dire à mes amis, on va rapatrier mon premier, parce que ça n'est pas le moment. Ah, ça doit être dur. Oui. Et alors, avant de rapatrier mon premier, en fait, je prends mes affaires, je m'habille, il fait 0 degré dehors, il a gelé, et je vais faire une balade. Mais alors, je m'en vais pour une boucle de 30 minutes de marche, alors que ça fait un moment que j'ai pas marché, et je tombe en rate de batterie pendant
pendant ma marche, sachant que mon conjoint est en train de dormir parce que lui, il en peut plus non plus, des fausses alertes. Et du coup, je me dis: «OK, bah alors si ça arrive maintenant, je ne sais pas ce que je fais, mais allons-y, quoi». Et je l'appelle la balade de la colère parce que j'étais vraiment, j'étais hyper en colère d'avoir tout mis en branle-bas de combat et que finalement, les contractions s'arrêtent, quoi. Et entre-temps, alors juste avant ce deuxième faux départ, je suis quand même allée voir mon acupuncteur qui m'avait dit: «Bah, si mardi, il y a toujours rien, il va falloir se revoir et du coup, donnez-moi, un peu de nouvelles dimanche soir». Donc le dimanche, je lui avais dit: «Bah, en fait, non, il y a toujours rien» et il m'avait donné un rendez-vous le mardi à 14h30 et en fait, c'est le mardi, à peu près à 14h30 que ça a eu lieu, enfin quoi, que mon deuxième est arrivé. Tu veux dire le début du travail ou la naissance? Non, non, la naissance. Ah La ouais, naissance. incroyable. Ouais, ouais, c'était rigolo et j'ai même pas pu lui dire, «Bah, en fait, je vais pas pouvoir venir, Ouais, tu pas eu le temps, oui, du coup. c'est ça, à votre rendez-vous». Pendant la nuit, j'ai des phases de réveil et de sommeil. Je sens qu'il y a des contractions. Parfois, elles sont régulières, parfois un peu moins. Et comme j'ai pas envie de refaire, de faux départ. L'expérience me dit que C'est ça. faut pas s'enflammer. Exactement. Et du coup, je fais mon truc. Donc, je me réveille, je me rendors. Je me réveille, contraction, je me rendors. Tout ça jusqu'à peu près 5:00 du matin. Je ne réveille absolument pas mon conjoint. Je laisse tout le monde dormir. Je n'envoie pas de message à ma sage-femme. Et vers 7:00 du matin, quand je commence à, devoir, j'ai une soupente, sous mon lit. Quand je commence à appuyer sur la soupente pour, faire passer les contractions, là je me dis: «OK, il y a un truc un peu nouveau» et j'envoie un message à ma sage-femme en lui disant de façon très catégorique, alors que, les fois d'avant j'étais plutôt dans: «Ah je sais pas, peut-être, voilà ce qui se passe». Là j'étais, hyper catégorique. «OK, alors il y a ça qui se passe. Je réveille pas Morgane parce que, je veux en être sûre. Je te tiens au courant». C'était le premier appel, à ma sage-femme. Elle me répond, voilà, tranquillement en me disant: «OK, très bien, je reste à ton écoute. Hésite pas à me rappeler ou à m'envoyer un message». Et quelques minutes, plus tard, commence à me dire: «OK, là, il va peut-être falloir commencer à préparer, mon premier enfant pour qu'il puisse s'en aller et à remettre, en branle tout ce qui va faire qu'on va pouvoir, aller doucement à la maternité». À ce moment-là, j'ai pas envie de prendre de bain, mais ma sage-femme me dit: «Écoute, tu sais, ça pourrait être, un indicateur assez, révélateur. Donc si tu peux, ça serait chouette que tu prennes, un bain avant, de partir à la maternité». Donc je me pose la question, je me dis: «OK, toi, tu as envie d'une douche», mais en effet, pour pas refaire une 3e fois la fausse alerte, je prends un bain et en fait, ça continue. Donc on met tout en place et alors il y a quelque chose qui me dit aussi que, on n'avait pas forcément hyper bien préparé, la façon dont ça allait, se passer au moment où on allait devoir partir à la maternité. C'est que toutes les autres fois, c'est mes amis qui sont venus à la maison chercher, notre premier et cette fois-là, on leur demande d'aller à la maternité. Donc on part à la maternité avec mon premier et ils viennent récupérer mon premier à ce moment-là OK. et ça m'a rendue plus sereine. Parce que, du coup, l'un des points qui m'embêtait le plus dans l'accouchement à la maternité pour mon deuxième enfant, c'était que je devrais à un moment donné me séparer de mon premier pour accueillir mon deuxième. Mmh. Ça, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Et le fait qu'il nous accompagne à la maternité, ça a apaisé un petit peu, ce point-là. Oui, tu allée jusqu'à la dernière, porte, quoi. C'est ça, Oui. exactement, tout à fait. Et puis il t'accompagnait, jusqu'au bout, il voyait où tu allais, pour quelles raisons et tout, donc c'est un chemin, très différent, ouais. Exactement. Oui, oui, ça m'a permis de l'inclure Mmh. jusqu'au bout. Mmh. Et je pense que c'était important aussi pour lui. Et ce trajet en voiture était vraiment génial aussi parce que, pour le coup, je m'y étais préparée. Je me rappelle poser mes fesses
sur le siège et me dire il faut pas que ça s'arrête, il faut pas que ça s'arrête, il faut pas que ça s'arrête. Donc je faisais des respirations et je comptais. J'avais compté que j'allais devoir avoir tant de contractions pour mon temps de trajet. Ah ben. Et du coup, voilà, le côté un peu hyper terre à terre, mais qui m'a rassurée du coup. Et je les ai eus et du coup, j'étais hyper contente. Ça ne s'est pas arrêté en fait. Et aussi un moment très fort qui illustre très bien mon accompagnement. Quand j'ai franchi la porte de la maternité, là, je vois le visage de ma sage-femme et à ce moment-là, je me dis « Ok Elodie, tu vas accoucher, tu vas accueillir ton deuxième enfant et tu es en sécurité. » Et après ça, on a fait les examens de routine quand on arrive à la maternité. J'ai été accueillie par une aide-soignante aux petits soins, vraiment adorable, qui d'entrée de jeu m'a dit « Ah, vous gérez très bien, bravo madame », enfin vraiment dans la douceur, alors que j'étais qu'au début du travail, mais c'était important que juste cette dame qui n'a fait entre guillemets que prendre mes constantes, elle aurait pu le faire sans rien dire et en fait elle m'a accueillie elle aussi et c'était très important parce que ça me disait une nouvelle fois que j'étais en sécurité. À chaque étape, j'ai pu revalider le fait que j'étais en sécurité. Et je parle de la sécurité émotionnelle. Je crois que c'est important de le stipuler. J'avais besoin de cette sécurité émotionnelle pour ensuite bifurquer sur la sécurité physique aussi. Les deux étaient assurés par ma sage-femme, j'en étais sûre. Et donc ça m'a permis d'y aller de façon plus sereine. Et un détail, mais qui n'en est pas un, en tout cas pour moi, il y avait 2 chemins possibles pour aller à la salle nature. Et donc quand, après avoir fait un monitoring, quand ma sage-femme me dit « c'est bon, on peut y aller », elle me dit « on va passer par là ». Et elle m'indique un chemin qui n'était pas le même que j'ai emprunté lors de ma première grossesse. Et c'est un détail qui est... On pourrait se dire, oui, bon, c'est quand même... Voilà, que ce soit par un chemin ou par un autre. En fait, si ça a continué à me dire, ok, en fait, tu vas pas revivre ton premier accouchement. Là, tu es là pour ton second. Oui, et puis ça maintient la bulle d'ocytocine. Tout à fait. Un petit coup d'angoisse ou d'adrénaline aurait cassé aussi. C'est pas grand-chose, mais ça fait tout. Exactement. C'est un chemin différent. Ouais. Oui, c'est ça. Et en fait, un chemin différent dans les locaux et aussi un chemin différent dans tout ce qui s'est passé pendant cette grossesse et cet accouchement. Et je pense qu'en effet, ça change tout, du coup. Surtout dans un moment de très grande vulnérabilité qu'est l'accouchement, quoi. Tout à fait. Lorsqu'on arrive dans la salle nature, ma sage-femme était déjà allée dans la salle nature, avait préparé en fonction de ce qu'on s'était dit. J'ai pu prendre possession des lieux. J'avais une forte... j'avais quelque chose en moi qui me disait « Regarde un peu les recoins de cette salle pour savoir où est-ce que tu pourras te mettre à un moment où tu aurais envie de disparaître. » En tout cas, aux yeux de ceux qui seront dans la salle. Ah oui, je précise que ma sage-femme était accompagnée d'un personnel médical de la maternité. Okay. C'était une obligation. D'accord. Donc, j'étais avec une puéricultrice. Donc, pareil, il y a eu les présentations. Ça aussi, ça s'est fait dans la douceur, petit à petit. Et c'était encore comme s'il y avait des checkpoints pour me dire ok, ça s'est passé. Enfin, et vraiment, tout était sans précipitation. J'ai pu vivre vraiment chaque moment en conscience. Je crois que je peux le dire comme ça. Et à ce moment-là, du coup, je prépare avec mon conjoint. On met un plaid sur le lit. J'avais des petites cartes mantra, des petites cartes que mes copines m'avaient fait aussi avec des petits messages d'encouragement. Tout ça, ça m'a permis de personnaliser l'endroit pour ne pas avoir l'impression d'être dans un lieu totalement inconnu. Et ça m'a aussi beaucoup rassurée. J'étais contente d'avoir fait ça. Je suis quelqu'un qui a une mémoire visuelle très importante et tout ce qui peut accrocher mon regard, ça va me permettre de mémoriser, de me sentir en sécurité. Et du coup, ces petites cartes, elles étaient vraiment, vraiment importantes pour moi.
Et par la suite, je vais prendre un bain, sachant que mes contractions deviennent de plus en plus douloureuses, de plus en plus rapprochées. Je suis avec mon conjoint qui ne m'a pas quittée du coup depuis que je suis arrivée à la maternité. Je suis aussi avec ma sage-femme. Ils sont chacun de chaque côté de la baignoire au moment où je vais commencer à prendre ce bain. Je sens que les contractions sont de plus en plus fortes. Ils me maintiennent, on souffle ensemble, on vocalise. C'est assez rapide. Et à ce moment-là, je dois sortir du bain parce que on va devoir me poser un cathéter et aussi j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc je vais aux toilettes, je ressors des toilettes et à ce moment-là, j'ai plus envie d'aller dans le bain. Et il se trouve que tout d'un coup, il y a vraiment un retournement de situation, là où c'était hyper calme, tout dans la douceur, même si ça allait crescendo, c'était relativement doux. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que mon bébé est en train de tambouriner à mon ventre. Alors, c'est pas tambouriner, non, il fait des prises de catch à l'intérieur de mon ventre et j'ai l'impression d'être projetée à droite et à gauche. Je m'accroche à mon conjoint, bien évidemment, qui peine à rester debout, vu la violence des contractions. Et là, je vais quand même avoir ce moment où je dis à ma sage-femme que je veux la péridurale. Alors ma sage-femme qui n'en croit pas ses yeux, ses oreilles, qui me dit « Est-ce que c'est une vraie demande, Élodie ?» Et je lui réponds « Oui, c'est une vraie demande. » Parce qu'à ce moment-là, en fait, je perds pied. Je suis dans un moment où je n'ai pas pris en compte l'intensité des contractions. Et heureusement, l'importance du suivi global va se voir dans la suite de mon récit. Elle va prendre le temps d'aller voir l'anesthésiste et entre-temps, la puéricultrice va lui dire « Tu peux peut-être lui proposer du protoxyde d'azote. » Donc, je vais avoir un masque avec du protoxyde d'azote qui est un gaz qui permet d'être plus apaisé. Et l'anesthésiste, entre le moment où on m'amène le protoxyde d'azote et le moment où on appelle l'anesthésiste, il se trouve que l'anesthésiste n'est pas encore disponible. Donc j'ai ce protoxyde d'azote et il va me permettre de me recentrer. Et ma sage-femme a à un moment donné une phrase parce que je réclame l'arrivée de l'anesthésiste et elle me dit « Je crois que là, le mieux, c'est d'accoucher. » Quelle bonne expression. Parfaite. Et à partir de ce moment-là, elle l'a dit et je le prends pour argent comptant. Ok, en fait, là, il va falloir accoucher. Et c'est comme ça que j'ai réussi à accoucher de façon physiologique, sans anesthésie, sans péridurale. Et aussi, alors, il y a quand même une part très importante, mon conjoint va faire traîner le plus possible les choses aussi. Parce qu'ils savent, en fait, tous les deux, ils savent que tu dois passer un cap. Ouais. C'est ça. Tous les deux, ils savent que mon projet, c'est d'accoucher de façon physiologique et que ce moment-là, il est charnière et que pour le coup, à mon premier accouchement, j'ai pas eu la possibilité d'être accompagnée dans ce moment-là. Et à partir de là, encore une fois, j'ai les contractions qui sont dans le dos, qui me font vraiment très mal et c'est à ce moment-là que je comprends aussi pourquoi je peux pas me mettre allongée. C'est impossible pour moi parce que c'est une douleur qui est impensable. Je n'arrive pas du tout à la supporter. Et donc, je vais être à 4 pattes au sol et je vais finir par quand même me mettre sur le lit pour donner naissance à mon fils. Mais à un moment donné, on va me demander de me remettre sur le dos une fois que mon fils est là pour pouvoir le mettre en peau à peau. Et à ce moment-là, je vais mettre beaucoup de temps parce que j'ai toujours le corps endolori en fait. Et du coup, je trouve ça important de le dire parce que cette position-là, elle m'était pas favorable. Donc voilà, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à me remettre sur le dos et j'ai accueilli mon fils. Pour le coup, j'étais à 4 pattes et mon fils, ma sage-femme l'a attrapé parce que j'étais contre mon conjoint et je pouvais pas le lâcher pour qu'il attrape notre bébé. Donc c'est ma sage-femme qui l'a déposé délicatement en dessous de moi et j'ai pu observer mon bébé
autant que je pouvais, lui dire bienvenue, et tout ça, prendre le temps qu'il me fallait pour revenir à moi, pour l'observer, pour m'émerveiller de ce moment. Voilà, c'est la fin de cet accouchement, physiologique. Alors la fin est pas tout à fait la fin. Ah. Parce que, j'ai quand même, eu besoin de médicalisation. OK. Parce qu'à partir du moment où, mon bébé est né, il y avait un certain nombre de minutes pour, que je délivre le placenta, OK. sauf qu'il a pas voulu descendre, tout simplement. Et à ce moment-là, du coup, c'est l'équipe de la maternité, qui a pris le relais puisqu'il y avait médicalisation pour, me faire une rachianesthésie et pour faire ce qu'on appelle une délivrance assistée. Et voilà. Et tout ça s'est fait dans la douceur parce que la sage-femme qui est arrivée pour faire la délivrance assistée s'est présentée, parce qu'on m'a expliqué ce qui allait se passer, parce que quand il a fallu toucher les zones intimes pour désinfecter, pour mettre tout en place pour réaliser la délivrance assistée, à aucun moment on a fait comme si je n'étais pas là. J'ai toujours été la principale actrice de mon accouchement, et à ce moment-là, même si c'était médicalisé et c'est certainement pas la partie la plus rigolote de l'accouchement, tout a été fait de façon à ce que je sois prête à accueillir chaque geste, chaque acte. Et on m'a aussi laissé le temps, pendant que la rachianesthésie faisait son effet, d'être avec ma sage-femme et mon conjoint, de discuter. J'étais sûre que mon bébé était en sécurité puisqu'il était sur mon conjoint. Voilà, tout était fait de façon à ce que je sois en sécurité dans toutes des sphères, que ce soit la sphère émotionnelle ou physique. Et tout était fait pour que nos choix soient respectés. Et ça, c'était c'est vraiment le... C'est primordial, ouais. Oui, c'est ça. Oui, et ta sage-femme, elle a pu être à tes côtés à ce moment-là, ou c'est vraiment le relais qui a été pris et du coup tu t'es retrouvée avec la nouvelle équipe sans ta sage-femme? Pas du tout. Ma sage-femme, elle est restée jusqu'au bout. D'accord. Elle me tenait la main pendant que Oui. les... Du coup, une double sécurité, quoi. Tout à fait. En fait, mon conjoint pouvait pas me tenir la main puisqu'il était avec mon bébé, avec notre bébé. Et ma sage-femme, elle était là et elle a pas arrêté de répondre à mes questions, de me rassurer, parce qu'à ce moment-là, j'avais des questions aussi. Parfois, j'avais besoin de m'adresser à elle comme si c'était... c'est pas comme si c'était, en fait, parce que c'était quelqu'un qui me connaissait et que dans mes questions, elle savait exactement ce que je recherchais comme réponse. Et voilà, il y avait vraiment ce lien qui a fait que, OK, c'était un acte qui n'est absolument pas anodin, mais en fait, tout s'est très bien passé. Ça a été bien accompagné, quoi. Du coup, t'as été transférée, j'imagine, donc à l'hôpital. Du coup, c'est un suivi qui se fait après en maternité. T'as eu quelques jours peut-être de séjour en maternité. Comment s'est passée cette suite de maternité et comment se sont passés les jours qui ont suivi la naissance? Alors, je tiens à préciser que la délivrance assistée, elle a eu lieu dans la salle nature. En fait, il y a une partie... D'accord. Ah, ok. Ouais. Il y a une partie qui permet la médicalisation, Ok, d'accord. ce qui fait que je n'ai pas bougé. T'as pas été transférée physiquement ailleurs. Non, Trop bien. voilà, j'ai été transférée parce que c'est plus ma sage-femme qui était responsable, mais C'était ton dossier. physiquement, Oui, c'est ça, Voilà. transférée d'équipe, mais pas transférée de lieu. Je me posais une question. Quand on est sur un accouchement en plateau technique, est-ce que du coup, on doit, par défaut, je veux dire, c'est par rapport à la question que Capucine vient de poser, est-ce qu'on doit par défaut faire quand même le séjour maternité parce que ça a lieu dans les locaux de la maternité, ou est-ce qu'on peut bénéficier d'un retour précoce vu que finalement c'est un acte indépendant de l'équipe de la mater? Dans mon projet de naissance, il était écrit que je voulais sortir à H+6. Ah oui, comme en maison de naissance. Ouais, c'est ça. Donc on peut bénéficier, enfin j'aurais pu bénéficier de ça si mon accouchement n'avait pas nécessité de délivrance assistée. Et d'ailleurs, je pense qu'on aurait aussi pu sortir à H+6 même avec cette médicalisation. Sauf que là, c'était un souhait de notre part, on avait besoin d'être transféré ensuite de couche parce que moi, je me voyais pas rentrer à la maison après la rachianesthésie. Ok. J'ai eu besoin d'un temps à la maternité
Alors là aussi, sur le séjour à la maternité, on a demandé de façon assez claire qu'on ne nous dérange pas, Ok. qui fait que les équipes ont été hyper attentives. Et il y a plein de moments où, je vais donner un exemple tout bête, mais j'avais été assez choquée la première fois que j'ai accouché et que je suis arrivée en chambre. Quelques heures plus tard, on m'a demandé, donc il y a une personne qui toque à la porte et qui me dit: «Alors là, vous allez vous lever, puis vous allez aller faire pipi, puis vous allez faire ça et ça et ça». Et alors moi, j'étais dans un brouillard tellement immense que, je l'ai regardée, je lui ai dit: «Bah non». Alors du coup, elle s'est reprise et elle m'a dit: «Alors, il va falloir qu'à un moment donné, vous alliez faire pipi». Et du coup, à ce moment-là, en fait, j'étais pas capable de me lever, je le sentais pas. Et pour mon deuxième enfant, pour éviter la même situation, j'ai vu avec la sage-femme qui était là à ce moment-là, je lui ai dit: «Alors, j'imagine qu'il y a un moment où si je n'ai pas été aux toilettes, ça va devenir compliqué pour vous et pour moi, ou en tout cas, vous allez devoir faire quelque chose. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire à quelle heure il faut que je sois allée aux toilettes? Et à ce moment-là, quand ça a lieu, je vous passe un coup de téléphone. Je vous appelle». Et du coup, on a fait comme ça. Ce qui fait que mon conjoint, il a pu revenir à la maison s'occuper du chat et puis revenir à la maternité. Et quand il est arrivé, je lui ai dit: «OK, bah là, en fait, notre bébé dort, je vais pouvoir me lever, est-ce que tu peux m'aider?» Il m'a aidée à aller dans la salle de bain, aux toilettes. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis revenue me coucher et tout ça à mon rythme, en fait. Mmh. Et ça aussi, c'est quelque chose, ce séjour à la maternité, ça a clairement permis à mon début de postpartum d'être beaucoup plus doux. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Est-ce que, au vu aussi du premier accouchement, comment se sont passés, que ce soit physiquement et émotionnellement, les jours qu'on suivi? Les jours qu'on suivi se sont très bien passés parce que ma sage-femme est venue à la maison pour le Prado. Donc elle a continué à me suivre. Ce qui fait que quand elle était à la maison, si des questions entre le moment où j'ai quitté la maternité et le moment où je suis revenue chez moi me revenaient en tête, alors je savais que quand j'avais rendez-vous avec elle et qu'elle venait à la maison, j'allais pouvoir en reparler avec elle, en fait. Et elle savait exactement ce que ce que je lui demandais. Et je vous donne un exemple qui, pour moi, vraiment était très important. À mon premier accouchement, je saurais pas dire quelles ont été, j'ai eu des éraillures, donc j'ai eu quelques points et je saurais pas dire où c'était. Et là, du coup, avec ma sage-femme, j'ai pu lui demander où est-ce que avaient été les points et on a pu, elle m'a montré un schéma où, elle m'a dit: «Bah, voilà, tu vois, c'est là qu'il y a eu les éraillures». Et dans la guérison, par la suite, eh bien, j'ai trouvé ça vraiment très important. Oui, j'imagine. Avoir conscience de ton corps et pour guérir, c'est quand même, l'essentiel. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est le Prado pour ceux qui savent pas ce que c'est? Le Prado, je saurais pas donner les initiales, mais en gros, c'est, la patiente qui s'engage à, voir une sage-femme, donc la plupart du temps à la maison. Donc c'est une sage-femme libérale qui va venir, s'occuper de la patiente et du bébé pendant les premiers jours après, le séjour à la maternité. D'accord. Les initiales, ça veut dire programme de retour à domicile. OK. Au vu de ce que tu nous racontes et de ce que tu nous as aussi un peu mentionné à un moment donné, tu as eu un suivi, un accouchement, que tu qualifies de beaucoup plus positif que la première fois et notamment par, ce respect, ce sentiment d'être acteur et tout ce qui s'ensuit. Du coup, on se demandait si tu avais eu la possibilité d'accoucher en maison de naissance, qu'est-ce que tu imagines que ça aurait changé pour toi? Est-ce que tu penses, comme tu as pu le mentionner à un moment donné, que tu as eu l'essentiel ou au vu du bénévolat que tu peux faire actuellement en parallèle, il y a des choses tout de même que tu penses qui sont importantes et que tu n'as quand même pas retrouvées dans ce suivi et cet accouchement? Alors, j'imagine que accoucher en maison de naissance, ça permet de laisser moins de place à cette possibilité de prendre, la péridurale, par exemple. Alors je dis «j'imagine» parce que forcément, je ne l'ai pas vécu, mais
je reste quand même intimement persuadée qu'un lieu dédié à la physiologie, ça change l'état d'esprit dans lequel on peut être au moment de l'accouchement. Oui. Et je me demandais à quel point aussi, tu sais, quand tu dis j'ouvre les portes et je vois le visage de ma sage-femme et ça libère quelque chose, à quel point là t'avais quand même un doute en ouvrant les portes finalement, le doute qu'on a moins peut-être en maison de naissance aussi, parce qu'on sait où on va, quoi. Je m'avance peut-être, mais Oui, c'est cette question de la sécurité qui, dans mon vécu, n'était pas assurée parce que je suis tombée sur un médecin qui a eu ses pratiques. J'imagine que dans une autre situation, quelqu'un qui arrive à la maternité sans avoir tout ce background, oui, j'imagine que la question se pose pas. en maison de naissance, comme tu le sais, on a tendance à laisser une grande place au conjoint. Tu nous disais au tout début que quand tu avais voulu faire ton projet d'accouchement physiologique, tu avais eu tout son soutien. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qu'il a fait pour toi, pour t'accompagner et te soutenir dans ce suivi et surtout dans ce jour aussi important que la naissance de votre deuxième enfant? Alors mon conjoint n'a jamais remis en question mon souhait de vouloir accoucher de façon physiologique. Il a toujours respecté ça et au début, c'était pas forcément limpide et il a toujours écouté ce que j'avais à lui dire. J'avais un second finalement accueil inconditionnel de la part de mon conjoint et ce rapport-là, il m'a permis de mener mon projet sans me poser de questions. Je savais que il serait là à chaque étape. On s'était dit un certain nombre de choses sur ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas. On a créé le projet de naissance ensemble. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais j'ai quand même écrit un projet de naissance parce que j'avais besoin que la maternité ait quand même une trace écrite de mes souhaits et pas simplement ma sage-femme, parce en fait, jusqu'à la dernière minute, finalement, je savais pas si ça allait réellement se passer parce que il peut y avoir des déconvenues. Donc on a créé le projet de naissance ensemble, donc on était vraiment alignés sur ce que l'on ne souhaitait pas et ce que l'on souhaitait, ce qu'on préférait et ce qu'on ne préférait pas. Et aussi, ce qui était très important, c'est que durant mon suivi de grossesse, il y a pas mal de rendez-vous qui ont été faits avec lui. Ok. Ce qui fait que il a toujours été au contact de ce suivi que j'avais avec ma sage-femme. Il connaissait lui aussi ma sage-femme. On formait vraiment un trio en fait. Un trio pour cette grande aventure qui a été ce second accouchement. Ouais. Et du coup, il avait des tips pour t'aider le jour J. Il avait ce qu'il fallait. Oui. Servir de poteau notamment. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'il n'était pas préparé. Il aurait dû faire un peu plus de musculation. Petit tips au passage. Oui. Mais oui, c'est lui qui a disposé les cartes, qui a fait un petit endroit. C'était lui qui devait s'occuper de l'espace. Et c'est ce qu'on s'était dit d'ailleurs, qu'il était un petit peu garant de cet espace et garant de ma sécurité aussi. Voilà, j'avais dans ma tête, c'était celui qui m'entourait de ses bras pour que je puisse faire ce que j'avais à faire pendant mon accouchement. C'est lui qui crée la bulle. C'est ça. En tout cas, c'est chouette si vous avez réussi à parcourir tout ça ensemble. Et comme tu dis, même à 3, en incluant ta sage-femme dans l'histoire, même à 4, avec ton bébé. Maintenant qu'on arrive un petit peu vers la fin de cette interview, comme à notre habitude, on va essayer de revoir dans les grandes lignes un petit peu tout ton parcours et ce que tu pourrais aussi transmettre à toutes les personnes qui ont écouté toute ton histoire, maintenant qu'elles en prennent un peu plus la mesure. Tu nous disais donc que tu avais eu tout un processus après ton premier accouchement qui t'avait permis de faire un parcours personnel pour accueillir cette nouvelle grossesse, ce nouvel enfant. Tu nous as aussi dit que il y a eu ce moment où tu as eu la réalisation et la concrétisation du fait que tu n'aurais pas accès à la maison de naissance, que grâce à ta sage-femme et j'imagine aussi au soutien de ton conjoint, vous avez réussi donc à imaginer ça dans un autre lieu et à tout mettre en place pour, comme on le disait tout à l'heure, un nouveau chemin se dessine pour vous.
Au tout début de l'interview, tu nous disais donc que tu étais fort impliqué dans la vie associative d'un projet de maison de naissance. Donc on l'a dit à plusieurs reprises, c'est le Cocon Normand. Qu'est-ce qui t'a tant motivé il y a à peu près 4 ans à t'impliquer dans ce projet et à t'engager dans cette démarche? J'ai l'impression qu'il y a 2 temps dans mon engagement associatif. Au début, c'était quand j'arrive il y a 4 ans à cette réunion du Cocon Normand, j'ai envie que la maison de naissance voit le jour parce que je suis intimement convaincue que c'est un lieu de naissance qui correspond à un certain nombre de femmes. Et aujourd'hui, après avoir bénéficié du suivi global, je souhaite que toutes les femmes puissent avoir ce choix. Je suis vraiment convaincue que dans une grossesse, dans un accouchement, dans le postpartum, toute cette aventure de la maternité, elle est totalement en corrélation avec l'histoire de la femme et de la famille, et que c'est quelque chose qui, enfin, pour moi, c'est presque obligatoire de se dire que on peut avoir la possibilité d'accoucher dans une maison de naissance, dans un lieu dédié à la physiologie, où on va pouvoir avoir un suivi global avec une sage-femme qui va être un pilier dans toute cette aventure. Et voilà, du coup, mon engagement, il est encore plus fort maintenant que j'en ai bénéficié de ce suivi global, parce que je voudrais que toutes les femmes puissent avoir ce choix. Je comprends. Je partage ton avis, évidemment. Tu nous as dit en tout début d'interview qu'il y a 7 ans, c'était les balbutiements de la maison de naissance. Tu t'es engagé il y a 4 ans dans cette maison de naissance, dans cette association. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, par rapport au balbutiement, la maison de naissance, le Cocon Normand n'existe toujours pas. Est-ce que tu saurais dire en quelques mots les principaux freins à la création de cette maison de naissance? Est-ce qu'ils sont plutôt politiques, économiques, la difficulté de la maternité partenaire? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est si compliqué en fait de créer ce genre de lieu, comme tu dis, alors que finalement ça pourrait être un droit, un choix qui idéalement serait accessible à toutes? Alors, pour notre part, on est sur des bonnes nouvelles pour l'instant, parce que l'Agence régionale de santé nous a accordé une subvention pour accueillir une chargée de mission, donc qui vient de prendre ses fonctions. Donc ça bouge. Et cette chargée de mission, elle va pouvoir coordonner les travaux de la maison de naissance qui devrait commencer début 2026. C'est ça, j'allais dire, on est début novembre 2025 là, pendant l'interview. Ouais. Tout à fait. Ce qui fait que dans cette bonne nouvelle, il y a aussi la nouvelle que l'Agence régionale de santé nous suit pour la réalisation des travaux nécessaires pour mettre en place la maison de naissance au sein de la maternité partenaire, qui est le belvédère dont je vous ai parlé tout au long de cette interview. Alors, pour la question initiale, si je dois parler des freins par rapport au projet de maison de naissance qui existe en France, il y a tout un tas de freins. Tu les as tous cités. Je crois qu'il faut les lever petit à petit. Nous, on a une équipe de bénévoles qui est changeante, qui, je ne saurais pas vous dire combien de personnes en tout a participé au projet du Cocon Normand. Mais c'est un projet de longue haleine qui nécessite d'être persévérant. Il y a 4 ans, on avait très peu de contact avec l'Agence régionale de santé. Il y a 1 an de ça s'est débloqué parce que des fois, il y a des nouvelles personnes qui prennent le relais, qui sont plus impliquées, peut-être aussi plus convaincues par la structure. Et à partir de ce moment-là, quand les différents freins sont levés, il y a quelque chose qui voit le jour, qui va 10 fois plus vite que ce qui existait avant, quoi. Mmh. Est-ce que tu penses que la création de la maison de naissance en lien du coup avec la maternité partenaire, qui est du coup celle où tu as bénéficié du plateau technique, va court-circuiter le projet de plateau technique, ou est-ce que tout est compatible? Non, je pense que tout est compatible. Après, ça ne n'engage que moi parce que j'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec nos interlocuteurs. En tout cas,
on peut saluer le fait que l'ouverture du plateau technique n'a pas été remis en cause parce qu'il y avait une maison de naissance en cours. En fait, ça répond à des besoins différents, mais je me suis dit, est-ce que ça a été un choix ou finalement, est-ce que tout est accueilli à la hauteur des réponses aux différents besoins des femmes? Je crois qu'il y a une volonté de répondre aux besoins des femmes et je crois aussi que ce projet d'ouverture de plateau technique était déjà là il y a déjà un certain temps. Vu que c'est des propositions très variées, c'est vraiment intéressant que tout puisse cohabiter finalement dans un même lieu. Pour en arriver au petit message que tu aimerais faire passer, et parce que tu n'es sans doute pas la seule femme qui a eu un rêve d'accompagnement en maison de naissance et malheureusement qui n'y a pas eu accès, il y a d'autres femmes aujourd'hui et dans les mois et années à venir pour qui ce sera le cas également. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces femmes dont cet accès est pour l'instant pas possible et qui, comme toi, vont devoir faire le deuil d'un projet en maison de naissance? Alors, j'aimerais leur dire que c'est important de poser des mots sur le fait que ça sera pas possible et que ensuite il va falloir trouver l'endroit qui va accueillir notre accouchement et que à partir de ce moment-là, il va falloir trouver d'autres possibilités d'honorer notre projet de naissance. Et ça va passer, à mon sens, par trouver une sage-femme avec qui ça match, une sage-femme qui va être capable de se projeter dans l'accouchement avec vous et qui, même si elle n'est pas là le jour J, vous aura donné toutes les billes pour pouvoir accoucher de la façon dont vous souhaitez, dans une maternité ou dans un autre lieu, pour arriver à ce qui peut être le mieux pour vous. Eh ben merci et j'espère que ça apportera tout un tas de projets et que ça inspirera une part de nos auditrices qui connaissent une situation similaire à celle que tu as vécue. Et maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie et avec tout ce que ça a pu t'apporter, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui pour toi définit un accompagnement réussi? Je le disais au début de l'interview, je crois que c'est l'écoute inconditionnelle, l'accueil inconditionnel. Le fait de pouvoir dire tout ce qui nous traverse à ce moment de notre vie qui est vraiment particulier, tout en sachant qu'on ne sera pas jugé, qu'il n'y aura pas de conseils non sollicités et qu'il y aura simplement de la douceur, de la compréhension et de l'écoute. Pour conclure, je vais te poser notre éternelle question de fin d'interview. Est-ce que tu aurais une astuce, un petit tips à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient un accouchement physiologique, quel que soit le lieu? Je crois qu'il faut s'écouter. S'écouter dans nos besoins. Et je crois que c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai osé m'écouter sans me dire là, ce que tu demandes, c'est peut-être un peu trop ou peut-être que tu abuses ou je me suis juste simplement posé des questions en me disant de quoi toi tu as besoin pour ce moment si particulier de ta vie. Finalement, l'écoute inconditionnelle, c'est aussi envers soi-même. Ça vient pas forcément que de l'extérieur. Tout à fait. Eh ben, merci encore pour tout ce que tu nous as partagé et d'avoir pris tout ce temps pour nous raconter ton parcours et toute ta réflexion jusqu'à aujourd'hui. À travers ton témoignage, on comprend bien qu'il faudrait plus de maisons de naissance, mais aussi dans ce que disait Capucine au début de l'interview, dans le contexte de la thématique de ce mois-ci, on comprend surtout que depuis le début de notre podcast, c'est ce qui est le plus important. Ça reste les formules de suivi réellement adaptées à toutes les attentes des parents, à leurs besoins, à leur histoire. Notamment quand tu évoques le suivi global à la naissance, c'est quelque chose dont on parle régulièrement et qui, quel que soit le lieu, quelle que soit l'histoire, quelles que soient les contraintes, qu'elles soient médicales ou géographiques, ça peut faire toute la différence, comme tu le dis, parce qu'en fait ça implique souvent une écoute inconditionnelle, un accueil du vécu et des besoins de chacun et chacune.
En tout cas, après ces 2 ans et demi de rencontres, à travers plus de 80 témoignages, on en arrive toujours à la même conclusion. Quel que soit le parcours ou l'histoire, avoir le choix, être écoutée, être actrice de son vécu, respecter, c'est l'essentiel pour avoir une expérience de grossesse et d'accouchement épanouissante, et aussi un postpartum beaucoup plus doux. Et évidemment, à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui ont été touchées par toute cette aventure, n'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode, s'il vous a plu, à en parler sur les réseaux, à faire circuler aussi notre podcast et toutes les aventures de toutes ces femmes, parce que plus on en parle, plus ces sujets trouvent leur place dans le débat public et permettront très probablement d'ouvrir de plus en plus de maisons de naissance et de structures pour accueillir tous les choix de toutes les familles. Restez à l'écoute, car la semaine prochaine, on continue cette thématique avec le 2e épisode consacré aux sages-femmes, chose exceptionnelle parce que d'habitude on n'en a qu'un, et pour la première fois, on recevra un maïeuticien à notre micro. Merci encore Elodie, au revoir et à bientôt. Merci à toutes les deux, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir Elodie. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.